Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, au Sénégal, le président Macky Sall avait opté pour une gestion graduée dont la lutte contre le Covid-19. C'est dans cette logique que l'état d'urgence sanitaire qui devait prendre fin le 2 juin a été une nouvelle fois prolongé ce vendredi pour une durée de 30 jours. Au Tchad, la lutte contre le coronavirus est l'affaire de tous. Pouvoir et opposition ont mis en place une plateforme commune qui s'engage à déployer des équipes dans toutes les provinces du pays pour sensibiliser les populations. Et puis 10,5 millions de dollars de la Banque mondiale pour soutenir le plan Covid-19 portant sur la sécurité alimentaire au Libéria. Objectif affiché, réduire de 15% la dépendance à l'égard des importations alimentaires et constituer des réserves stratégiques. 30 jours supplémentaires au Sénégal. Le président Macky Sall a prolongé une nouvelle fois ce vendredi l'état d'urgence décrété le 23 mars et assorti jusqu'à présent d'un couvre-feu nocturne pour combattre le Covid-19. Les Sénégalais devront donc attendre jusqu'à fin juin pour une levée des restrictions. Les détails avec Ashley Duprat. L'état d'urgence sanitaire de nouveau prolongé au Sénégal. Destiné à endiguer la propagation du Covid-19, l'état d'urgence et la batterie de mesures qu'il implique ont fait l'objet d'une prorogation annoncée par un décret du président de la République au soir du vendredi 29 mai. En application des dispositions de l'article 4 de la loi numéro 2020-13 du 2 avril 2020, suivisé, l'état d'urgence proclamé par le décret numéro 2020-830 du 23 mars 2020 est à nouveau prorogé pour une durée supplémentaire de 30 jours sur toute l'étendue du territoire national. Le Sénégal vit sous état d'urgence depuis le 23 mars. Assorti d'un couvre-feu nocturne de 20h à 6h. Le 11 mai 2020, le chef de l'État avait une première fois assoupli les mesures restrictives en rouvrant notamment les lieux de culte. Mais certains appellent toujours à la levée totale des restrictions dans un pays où une grande partie de la population vit d'activités informelles. Nous n'avons pas aujourd'hui d'outils statistiques suffisamment puissant, suffisamment fort et un recul suffisant pour dire ce que l'état d'urgence a permis d'éviter. C'est pas comme en France, par exemple, où on dit que à peu près 60 000 personnes, on a évité la mort de 60 000 personnes avec le confinement. En revanche, cet état d'urgence-là permet d'éviter le transport de personnes infectées d'une région à une autre. Aujourd'hui, vous avez des régions au Sénégal où la maladie est extrêmement contrôlée. Il y a comme ça des départements, des zones blanches où il n'y a pas la maladie. Or, si vous permettez aux gens de se déplacer entre les régions, vous pouvez transporter la maladie dans d'autres zones. Allègement du couvre-feu nocturne, réouverture des lieux de culte, des marchés et de certains commerces ou encore réouverture des écoles à certains niveaux au 2 juin, la vie reprend toutefois son cours petit à petit au Sénégal, à l'exception des frontières sénégalaises qui, fermées depuis le 20 mars 2020, ne seront rouvertes qu'au 30 juin prochain. Le coronavirus unifie les rangs au Tchad. Les partis politiques ont mis de côté leur querelle politicienne pour faire face main dans la main à travers une plateforme conjointe à l'épidémie de Covid-19. Une initiative qui arrive un peu tard selon certains observateurs, mais qui pourrait contribuer à casser la chaîne de contamination dans le monde rural. C'est un sujet de Paul-Marcel Mayagou. Au Tchad, les partis politiques de l'opposition et ceux de la majorité ont initié conjointement une plateforme pour contribuer à la riposte nationale contre la Covid-19. Mieux implantés à travers le pays, les partis politiques estiment laisser de côté leurs querelles politiques afin de sensibiliser et éduquer conjointement leurs militants à la base contre cette pandémie. La plateforme envisage aussi formuler en cas de besoin des propositions au comité de gestion de la crise sanitaire. Les partis politiques sont proches de la population. Et les citoyens tchadiens, ce sont nos militants. Les militants soit de la majorité, soit de l'opposition. Donc nous, c'est notre devoir de nous lever. Nous sommes mis ensemble. Nous avons créé une union sacrée pour défendre nos militants qui sont nos futurs électeurs. Donc nous voulons que nos électeurs soient en bonne santé. Les partis politiques membres de la plateforme se sont engagés à déployer leurs équipes dans toutes les provinces du pays pour sensibiliser leurs militants sur les mesures gouvernementales de riposte contre la pandémie. Ils estiment que cette guerre contre la crise sanitaire au niveau national ne peut être gagnée que si toutes les forces vives de la nation s'impliquent dans la lutte contre ce virus. C'est une union sacrée contre le Covid-19.
Parce que si nous nous divisons, si nous politisons cette maladie, c'est les Tchadiens qui vont être victimes. Donc, il faudrait bien que nous nous unissions contre la Covid-19. L'heure n'est pas à la division. Il faudrait bien que les partis politiques de la majorité comme de l'opposition s'unissent pour combattre cette maladie. Pour certains acteurs, même si cette initiative des partis politiques vient tardivement, elle pourrait contribuer à casser la chaîne de contamination qui prend de l'ampleur ces derniers jours dans le monde rural, jusque-là très peu ciblé par les sensibilisations contre la Covid-19. Cette pandémie est une double peine pour les réfugiés qui vivent dans des conditions déjà extrêmement difficiles. Le Haut Commissariat pour les réfugiés appelle donc à une plus grande mobilisation en faveur de ces derniers. 13,4 milliards de shillings, soit environ 126 millions de dollars, sont nécessaires pour répondre à des besoins élémentaires. On fait le point tout de suite avec Siamlo Victoria Sedi. Ils étaient déjà frappés par une crise humanitaire, mais la crise sanitaire due au coronavirus complique davantage leur situation. La situation des réfugiés vivant dans les zones urbaines des régions de l'Est, de la Corne et des Grands Lacs de l'Afrique préoccupe à un plus haut point le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui appelle à une mobilisation accrue des moyens afin de les soutenir et les sortir de la précarité. Nous craignons que sans un soutien plus important, de nombreux réfugiés urbains ne deviennent particulièrement vulnérables à l'exploitation, ne risquent de s'endetter lourdement et ne soient contraints de recourir à des moyens désespérés pour survivre, tels que la prostitution ou le travail des enfants. Le HCR appelle les États et ses partenaires à agir rapidement. L'ONU avait déjà félicité les pays africains pour leur réponse face à la pandémie de coronavirus mise en place, qui inclut les réfugiés. En Ouganda, par exemple, le HCR et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies ont mis en place une aide financière ponctuelle pour près de 80 000 réfugiés urbains. Cette situation est davantage alarmante parce que nous sommes dans un contexte d'insécurité alimentaire. Le Programme alimentaire mondial avait lancé un cri d'alarme déjà en mars par rapport à l'épuisement des réserves de stocks alimentaires. Il est donc important aujourd'hui d'aborder cette question de façon inclusive. Les États, dans le cadre de leur domaine de souveraineté, doivent prendre des mesures très importantes facilitant l'intégration de ces réfugiés dans les familles d'accueil. Le modèle ougandais d'intégration de réfugiés a parfaitement réussi. Malgré les efforts, de nombreux réfugiés sont encore dans des situations extrêmes. Le HCR étudie la possibilité d'élargir l'assistance déployée. Avec les restrictions imposées du fait de la pandémie de coronavirus, plusieurs réfugiés sont menacés par le chômage. Plus actifs dans l'économie informelle, nombreux vivaient déjà au jour le jour, avant le déclenchement de la pandémie. L'Afrique ne renonce pas à l'hydroxychloroquine. Malgré la mise en garde de l'Organisation mondiale de la santé, de nombreux pays du continent se disent satisfaits des résultats obtenus grâce à cette molécule. Au Maroc, par exemple, sur les 7556 cas de Covid-19 recensés, 4841 ont été guéris en suivant le protocole à la chloroquine. Corinne Gamsofem. Comme l'Algérie, le Sénégal ou encore le Tchad, le Gabon a officiellement annoncé ce 28 mai qu'il continuerait d'appliquer le protocole de traitement contre le coronavirus à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. En dépit de la mise en garde de l'Organisation mondiale de la santé, de nombreux pays africains affirment que ces molécules font leur preuve dans le traitement. Au Maroc, par exemple, sur plus de 7500 cas de Covid-19 recensés, 4841 cas ont guéri en suivant ce protocole. À l'instar d'autres pays, le Gabon continuera d'administrer aux patients atteints de la Covid-19 le traitement actuel à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, car celui-ci fait valeur de la loi du 6 avril 2020 qui fixe les conditions de prise en charge des patients atteints de la maladie à coronavirus. Selon les résultats d'une étude menée sur 96 000 patients et rendue publique dans la revue scientifique de Lancet, l'hydroxychloroquine serait non seulement inefficace, mais contiendrait en plus des molécules capables d'augmenter le risque d'arythmie cardiaque. Sur la base de cette étude, l'Organisation mondiale de la santé a suspendu le recours à ces molécules, mettant ainsi fin à plusieurs mois de polémique. Est-ce que cela est prudent en utilisation de masse dans les régions endémiques d'Afrique où le paludisme est présent? Et cette question va renvoyer à deux choses: aux potentielles conséquences de toxicité liées aux doses thérapeutiques élevées qu'on applique dans les protocoles Covid-19, mais aussi
aux conséquences d'une utilisation incontrôlée et prolongée par la population, sans régulation, à la fois pour la prévention et le traitement. Et on ne va pas s'empêcher de penser, dans ces conditions, à un potentiel retour des résistances dans les zones endémiques pour le paludisme. En l'absence de traitement et alors que les cas de malades Covid-19 continuent d'augmenter, les pays africains choisissent de recourir à l'hydroxychloroquine et à la chloroquine qui sont bien connus sur le continent dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Au Libéria, le plan Covid-19 portant sur la sécurité alimentaire va favoriser la création d'emplois, puisqu'à travers lui, environ 100 petites entreprises de transformation et 50 coopératives agricoles seront constituées. Un projet qui bénéficie d'un appui de la Banque mondiale à hauteur de 10,5 millions de dollars. Les détails avec Amenedi. Après adoption de son plan d'urgence de sécurité alimentaire, le Libéria bénéficie d'une approbation de financement de 10,5 millions de dollars de la Banque mondiale. Des fonds qui vont à l'endroit du plan Covid-19, basé sur l'alimentation et les moyens de subsistance dans la lutte contre la pandémie. La stratégie du gouvernement du Libéria est bonne. Là, il s'agit de transformation locale en produits finis, de transformation agricole, avec à la clé création d'emplois, des milliers d'emplois. Donc, quand le gouvernement du Libéria, vous savez très bien que d'un pays à l'autre, la stratégie diffère. On a des pays, par exemple, comme le Venezuela, qui ont préféré, pour lutter contre le coronavirus, avoir recours à ces réserves d'or. Une part de financement a été prélevée sur le projet de transformation agricole des petits producteurs et de revitalisation de l'agribusiness. Le dit projet fait partie de la composante de réponse d'urgence de la Banque mondiale pour le Libéria, destinée à stimuler la production locale de culture. Ça veut dire que la menace post-Covid vient de là. C'est-à-dire que selon les analystes économistes de ces pays-là, ils ont jugé que l'après-Covid se jouera au niveau de la capacité du pays à soutenir le choc agricole. Et donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement a préféré miser de ce côté-là. L'aboutissement du projet plan Covid-19 portant sur la sécurité alimentaire pourrait donner suite à une réduction de 15% de la dépendance du Libéria à l'égard des importations. Le pays constitue ainsi ses propres réserves alimentaires consolidées par la mise en place de coopératives et de communautés agricoles. Cette crise sanitaire a boosté le domaine de la recherche et de l'innovation sur le continent. En Côte d'Ivoire, des inventeurs proposent des solutions technologiques endogènes comme des respirateurs artificiels, des tunnels de désinfection automatique ou encore des drones équipés de caméras thermiques. Découverte dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Vers l'utilisation de solutions technologiques pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire. Les innovateurs et inventeurs sont à l'œuvre pour juguler la maladie. Les entreprises de fabrication ou d'utilisation des drones ont formé une alliance pour proposer l'utilisation de ces appareils volants de petite taille en environnement urbain. Les principales solutions aujourd'hui sont axées sur la désinfection par drone. Vous avez aussi une deuxième catégorie de drone qui est équipée d'une caméra thermique. Cette caméra nous permet d'avoir une idée claire sur la température individuelle de certaines personnes dans la foule. Et bien sûr, l'image est transmise au sol. Et c'est les autorités, bien sûr, qui seront en mesure de gérer ce flux d'informations. Parmi les propositions pour lutter contre le coronavirus figure un portique de désinfection automatique made in Côte d'Ivoire, conçu comme une solution de protection de masse de la population. La personne passe, il ne touche absolument rien. La machine détecte le passant et la machine maintenant procède à la désinfectation. Dans tous les marchés, comme par exemple Nagui à Brogoua, on prend à mettre plusieurs. Et dans tous les points d'Abidjan où il y a la grande circulation, ça obligerait la population à se faire désinfecter parce que les systèmes où on doit appuyer des pédales, où on doit tourner des boutons ne marchent pas. A noter que Aboubakar Bakayoko a également conçu un respirateur artificiel rustique pour assister les malades du Covid-19 sous assistance respiratoire. Ces innovateurs et inventeurs attendent des autorités des moyens financiers afin de passer à la production en série de ces appareils technologiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.